Bonjour, nous sommes au Centre Horloger de Provence avec Roy Bayerlein. Bonjour Roy. Bonjour. Alors voilà, on est ici dans l'atelier, donc c'est ici que tu interviens sur les montres qui sont en réparation ou en entretien. Et justement, je viens pour ça, je voudrais que tu nous racontes un petit peu, que tu nous expliques comment ça se passe chez toi quand on te présente ce type de produit. Donc voilà, c'est ma petite Rolex Sea Dollar 16600. Rolex préconise une révision entre 5 et 10 ans pour ce type de montre. Donc si je viens que je t'amène ce type de pièces, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais d'abord? Comment tu... voilà, alors, la première chose qu'on va faire évidemment, c'est vérifier par exemple son amplitude. Voir une amplitude sur une montre neuve, on va tourner entre 300 et 320 degrés d'amplitude, c'est-à-dire la marche avant et marche arrière du balancier, le mouvement avant-arrière du balancier. Si on est dans ces contextes-là, généralement, je dis au client d'attendre que cette montre lui provoque quelques défauts visibles, c'est-à-dire une perte d'autonomie, de réserve de marche, ou des gros écarts de réglage qu'il n'avait pas précédemment. Donc là, il est temps de faire une révision. C'est vrai qu'il est très compliqué de donner une date. Au jour d'aujourd'hui, les lubrifiants étant très haut de gamme, puisqu'on travaille avec des lubrifiants 100% synthétiques, donc on n'a plus la problématique des vieillissements prématurés des lubrifiants. Souvent, les lubrifiants s'abîment plus par des agents extérieurs, humidité, poussière, ainsi de suite, que par leur propre vieillissement. Donc c'est vrai que c'est la première chose qu'on va vérifier. On va vérifier l'amplitude. Si l'amplitude effectivement est basse, c'est-à-dire qu'on va avoir une montre qui tourne entre 150 et 200 degrés, là effectivement il est temps de la réviser. Donc à partir de ce moment-là, nous allons déjà faire un pré-démontage, démontage évidemment du bracelet, excusez-moi, et vérifier évidemment l'ensemble des éléments extérieurs à la montre. Puis nous allons l'ouvrir avec des outils adaptés, avec des empreintes Rolex, pour évidemment aucune intervention ne doit être visible par le client. La montre doit repartir plus belle qu'elle n'était qu'en arrivant, évidemment, c'est le but de l'opération. Et donc on va faire un devis qui est gratuit chez nous. Ce devis va prendre en compte l'ensemble des éléments aussi bien mécaniques, changement du ressort, ça c'est obligatoire chez nous. On ne laisse pas repartir une montre avec un ressort ancien, de toute façon je le refuse, parce que c'est complètement aberrant, parce que si 6 mois ou 1 an après le ressort d'automatisme casse, donc plus aucune réserve de marche, la montre va marcher, mais avec une réserve de marche vraiment réduite au minimum. Donc à partir de ce moment-là, le client va constater ce défaut, nous l'a ramené. À ce moment-là, je vais commencer à partir dans des explications dans le genre, mais je vous avais dit que le ressort et ainsi de suite. Et donc c'est des discussions sans fin. Donc c'est vrai que systématiquement sur ma facture, il y a une facturation de ressort qui est fournie après au client. Évidemment, je rends l'ensemble des pièces mécaniques que nous changeons. Sur Rolex, on ne change quasiment rien, hormis le ressort et les joints. Donc évidemment l'intégrité et pécuniaire et physique de la montre est très très importante. Rolex a des pièces marquées, numérotées, ainsi de suite, donc en aucun cas il ne faut changer quoi que ce soit, ni aiguille, à part vraiment problème excessif d'oxydation, mais ni aiguille ni rien. Je préfère une jolie patine sur une paire d'aiguilles, elle va garder sa valeur que de mettre des aiguilles neuves qui ne sont pas du tout adaptées au cadran qui lui aura légèrement vieilli, ainsi de suite. Donc, on va faire le devis de là-dessus. Une fois le devis accepté, on va attaquer les travaux qui consistent à un démontage complet. Nous, on est un peu de la vieille école, il est vrai, mais malgré nos bains ultrasons, bains de nettoyage très performants, je démonte tout. Un filetage de vis que je ne vais pas démonter, je ne vais pas être certain qu'il ne contient pas des micro-poussières, des micro-copeaux qui peuvent arriver aussi, qu'une fois la montre remontée 6 mois après, ces micro-poussières se baladent dans la montre. Donc la montre est entièrement démontée. L'ensemble de la montre, chaque vis est démontée. C'est un exemple que nous avons. Alors là, c'est un exemple évidemment un tout petit peu extrême, puisque c'est une montre, je vous ai mis une photo sur l'écran, c'est une montre qui, là, pour le coup, a subi une énorme, évidemment, inondation. Ça, c'est ce mouvement, c'est ce que l'on voit sur l'écran. Oui, tout à fait. Il est arrivé comme ça, voit sur l'écran. Comme ça. L'ensemble des vis, évidemment, pour beaucoup, cassé, ainsi de suite. Donc, le système d'automatisme complètement rouillé, et ainsi de suite. De tirette, évidemment. Donc là, c'est une opération
opération de sauvetage, plus oui, que d'entretien. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est un peu un cas extrême, mais qui malheureusement arrive très souvent sur des montres dites de plongée. C'est un peu étonnant, mais... Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à la qualité de la montre, ou alors c'est dû à une mauvaise utilisation? Là, est-ce que c'était une couronne qui n'a pas été vissée ou quelque chose comme ça? C'est ça? Oui, tout à fait. Rolex est d'une qualité hors norme. Il faut laisser au roi ce qu'il a. Rolex fabrique des montres qui sont capables de résister à beaucoup de choses. Elles sont conçues pour ça. Sauf que l'utilisateur, lui, va la traiter de certaines manières qui, des fois, provoquent ce type de problème. Là, il y a eu un changement de date. Un joint peut-être pas changé lors d'une révision, parce que c'est une montre qui a quelques années, et évidemment la couronne n'a pas fait son rôle, donc l'eau est rentrée directement, et là, lors d'un simple plongeon dans une piscine de 2 mètres de fond, on se retrouve avec une montre remplie d'eau. La problématique, évidemment, est que l'eau s'accumule entre, par exemple, l'épaisseur du cadran et les platines, donc une oxydation très rapide et surtout une non-évacuation de l'humidité. Puisque même si la couronne est mal vissée, elle est déjà trop vissée pour faire ressortir l'eau. Autant elle est pas assez pour faire rentrer l'eau, et là, c'est le cas catastrophique de là, mais par contre, pour la faire ressortir. Donc, ça, c'est un conseil, évidemment, et nous, dès les beaux jours qui arrivent, on l'a, pas quotidiennement, c'est exagéré, mais très souvent, dès que vous avez de la buée dans une montre, amenez-nous-la. Mais amenez-la à n'importe quel horloger qui, évidemment, est outillé pour ouvrir Rolex, mais n'importe quelle montre. Dès que vous avez un petit peu de buée, amenez-la. Chaque heure qui passe, et ce n'est pas exagéré, c'est des centaines d'euros qui partent en fumée. Parce que une roue de quelques centièmes d'épaisseur, un pivot qui fait justement aussi, lui, quelques centièmes d'épaisseur, il se fait manger à une vitesse grand V. Parce qu'un point d'oxydation est irrécupérable. Autant quand on a de la matière, on peut récupérer, on part polissage, par divers technique, on va dire, mais sur quelques centièmes, on n'est pas magicien, on ne peut pas rapporter de la matière. Donc à partir de ce moment-là, il faut du changement de pièces. Et Dieu sait si sur ces marques-là, et Rolex n'est pas le pire de ces marques-là, les pièces coûtent évidemment un certain prix. Donc on se retrouve avec une obligation pour au départ simplement un peu de vapeur d'eau, un peu de buée à l'intérieur du verre. Les gens, ça a disparu. Sauf que l'humidité, elle n'est pas ressortie, elle se balade dans la montre et elle continue à faire son dégât. Donc, si ça vous arrive, appelez un horloger, amenez-lui de suite. Au moins, on l'ouvre, on démonte les aiguilles, on démonte le cadran, on démonte les parties qui compriment l'humidité pour éviter que la rouille se propage. C'est vraiment, ça, c'est une obligation. C'est vraiment, voilà. Et tu évoquais justement l'outillage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de certains outillages spécifiques que tu possèdes, par exemple, pour pouvoir travailler sur une Rolex? Alors, sur Rolex, on a un problème qui n'est pas un problème, qui est dû à la qualité de la montre, c'est les cadrans. À l'heure actuelle, la technique préconisée par énormément d'ateliers et des maîtres d'apprentissage et autres, c'est de lever les aiguilles. Alors évidemment, avec des produits adaptés, c'est-à-dire des pots, des protections sur le cadran. Mais malgré tout, on a un appui sur le cadran. Et ça, on s'est aperçu effectivement avec des systèmes d'observation bien plus poussés que notre œil et une simple loupe puissent le faire au microscope, que les grains de peinture sur les cadrans Rolex, alors les pires sont les mats, mais même les brillants longs, on écrase le grain de la peinture. Et ça, pour moi, c'est... Alors, vous allez peut-être me traiter un peu de maniaque dépressif, voilà, mais il est vrai que une montre doit repartir d'ateliers d'horlogerie, et tous les ateliers, évidemment, en bien meilleur état que ce qu'elle n'est rentrée. Sinon, ça sert absolument à rien d'amener sa montre à réparer. Donc, voilà. Si moi, je sais, même si le client final, il est incapable de voir que le cadran est légèrement marqué, moi, ça me rend malade. Et donc, on s'est outillé, par exemple, sur un principe de fonctionnement, non plus d'enlever les aiguilles une fois qu'on a sorti le mouvement, et pour enlever les aiguilles, les techniques sont de pousser par rapport au cadran pour lever les aiguilles. Nous, on va tirer les aiguilles donc dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va mettre le mouvement sur évidemment un coussin ou un support, ça peut être un support, et à ce moment-là travailler dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a des outils qui vont permettre à ce moment-là d'avoir un pointeau central
qui va prendre appui évidemment sur l'aiguille, sur l'axe qui maintient l'aiguille en place et de créer. Et à ce moment-là, comme l'outil est cannelé, ça permet de guider bien droit la levée. Donc, on n'a aucun risque. Il n'y a plus aucun appui sur le cadran. Et c'est ça, le plus gros intérêt de cet outil, c'est de ne jamais appuyer sur le cadran. D'accord. Alors, ça, évidemment, la première chose, c'est qu'on n'a plus aucune marque sur le cadran. Ça, c'est certain. Ça, c'est très important parce que quand on vient en appui, que ça soit avec un outil Presto ou les fameuses lève-aiguilles, alors ça c'est vraiment un outil que je trouve complètement dépassé du 19e, bon nous on nous le faisait fabriquer à l'école d'horlogerie, mais bon voilà, c'est-à-dire que par un levier, on vient lever le centre des aiguilles, les lever. La première chose c'est qu'on habille le dos de l'aiguille. Eh oui. Parce que souvent on s'aperçoit, alors encore une fois avec des lourds, frottement, il peut y avoir, ça peut bouger. Et même abîmer, légèrement fausser l'aiguille. Alors par dessus, on ne le voit pas bien, mais c'est vrai que quand on regarde l'aiguille à plat, on s'aperçoit que les bords de l'aiguille sont légèrement faussés vers le haut. Ça occasionne une courbure alors. Une légère courbure et surtout un risque de faire sauter la peinture pour des aiguilles qui sont peintes. Pour des aiguilles chromées, on n'a pas le problème, mais pour des aiguilles peintes. Et surtout, on a des rayures sous l'aiguille qui créent évidemment lors d'une petite humidité justement une oxydation puisque les aiguilles sont en laiton chromé pour la plupart des cas. Certaines sont en acier mais beaucoup sont en laiton chromé. Donc si on enlève le chrome par rayure, évidemment on a un risque que le métal de base s'oxyde. Donc ça déjà, ça c'est le premier cas. Là avec les empreintes qu'on a, on a tout un jeu d'empreintes et donc effectivement on va adapter le diamètre, la fente qui nous permet de faire passer l'aiguille pile poil au diamètre du canon de l'aiguille. Donc on va avoir une prise à plat sur l'ensemble du dos de l'aiguille. Déjà première chose. La deuxième, comme on ne vient pas en appui sur le cadran, on n'a aucun risque d'écraser les grains de peinture du cadran. Alors là, encore une fois, on utilise des moyens de contrôle peut-être un peu poussés, parce que certains ateliers d'horlogerie me disent « oui, mais toi, tu exagères ». Mais comment on peut assimiler de dire « bon, moi, j'ai un cadran mat » et d'avoir les deux points d'appui de l'outil Presto? C'est pas possible. C'est pas intellectuellement, c'est compliqué à gérer, parce que autant la montre est arrivée dans un état parfait parce qu'elle n'avait jamais été démontée, c'est l'usine qui l'a montée, donc le montage se fait dans l'autre sens, donc on ne vient pas en appui sur le cadran. Mais du moment qu'on fait une intervention, c'est complètement illogique parce qu'à la longue, ce qui arrive sur certaines montres, c'est que la peinture, elle saute. Parce qu'à force de comprimer la peinture sur le cadran, sur la base même du cadran, qui est une feuille de laiton très fine sur laquelle sont fixés les pieds de cadran, donc là, on a le risque qu'un jour ou l'autre, sous un choc, puisqu'on a écrasé et on a commencé à relever en fait la peinture par écrasement de sa plaque de souche, à ce moment-là, lors d'un choc, on a des micro-paillons de peinture qui s'échappent, ce qu'on voit quand même assez souvent sur les cadrans. Donc voilà, toute cette problématique-là a l'air un peu exagérée par rapport à une seule opération qui est le montage et le démontage des aiguilles, mais c'est vrai que c'est très très important. Mais justement, c'est très éloquent parce que là, tu nous as donné un exemple détaillé donc concernant le cadran et les aiguilles, et je suppose que dans une Rolex, il y en a beaucoup d'autres et qu'on pourra évoquer dans une prochaine vidéo. Tout à fait, avec grand plaisir. Par exemple, les outils de réglage sur Rolex qui sont très particuliers. Ça, c'est un problème qu'on a assez souvent, les vis micro-stella non réglées avec l'outil adapté. Mais ça, effectivement, on fera un petit cours de réglage. Vous verrez, avec l'outil adapté, c'est fort simple. Donc voilà. Donc nous prenons rendez-vous pour de prochains films où tu pourras nous parler encore des détails concernant l'entretien de nos Rolex. Et juste petite question, il faut compter combien de temps, toi, au niveau de ton intervention, tu passes combien de temps sur une Rolex à peu près pour faire un entretien simple, Alors, en délai pour mes clients ou en temps de travail pour moi? En temps de travail pour toi et en délai pour tes clients, si tu le sais à peu près. Le délai de mes clients, au jour d'aujourd'hui, je suis entre 6 mois et 1 an. D'accord. Voilà, pour du travail courant de ce type-là, même celui-là un peu poussé, mais malgré tout, on est à peu près sur ces délais-là. D'accord. Après, pour en temps de travail, il faut combien de temps? En temps de travail, on tourne quand même sur une bonne vingtaine d'heures là-dessus. En démontant tout, bon là, on est un peu sur l'extrême. Chaque vis est repolie ou changée, tout dépend les
état de rouille. Évidemment, s'il n'y a plus de tête et que le filetage est complètement mangé par la rouille, on change la vis, évidemment. Mais on essaye, là, encore une fois, de garder vraiment le maximum de pièces d'origine, qui ont vraiment une importance capitale, surtout sur Rolex, quoi, hein, sur toutes les marques confondues. Mais sur Rolex encore plus, hein, parce que les amateurs vont être beaucoup plus proches de cet objet. Bien sûr, il y a plus d'exigence. Ah oui, une exigence. Je l'ai chez des clients comme Patek, qui connaissent très bien là la valeur de la finition chez Patek. Donc là, évidemment, comme sur Rolex, aucun... voilà. On traite, nous, l'ensemble des montres exactement de la même manière. C'est pas parce que c'est Rolex ou que c'est une marque bien moindre comme une vieille Tissot des années 50. On a exactement les mêmes protocoles. On n'a pas les mêmes durées de travail parce que là, évidemment, avec l'état dont a été, mais c'est vrai que sur la base même, on est exactement sur les mêmes protocoles. L'idée, alors c'est impossible évidemment, mais l'idée est du retour zéro. Ça, c'est le cahier de charge de notre atelier, aussi bien en pendulerie qu'en montre. On passe beaucoup de temps, les devis sont gratuits, on passe beaucoup de temps à expliquer au client, parce que c'est très important d'expliquer à la personne ce que nous allons faire sur son objet, quel qu'il soit, parce que c'est pour lui aussi une partie de l'aventure qu'il vit avec cet objet, aussi bien pécuniairement que même affectivement, parce que l'horlogerie a toujours ce rapport très affectif, donc c'est ça qui est très important. Et donc c'est vrai qu'on va passer pas mal de temps déjà en explication, en documents photos. Nous, tout est photographié. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, maintenant, avec le Watch Certificate, on va même passer une étape, puisqu'on est devenu atelier agréé Watch Certificate. Donc, on va pousser plus loin, puisque dès qu'on va avoir une montre d'un certain intérêt, aussi bien historique que pécuniaire, on va proposer cette opération-là de plus. C'est 45 points de contrôle, c'est 8 photos que vous aurez sur une carte type carte d'identité ou carte grise de votre montre, qui prendront en compte tout. On pourra rajouter justement les interventions, les réparations, les changements de pièces, ainsi de suite, qui donneront une valeur rajoutée à votre montre et surtout une garantie d'origine. Si un jour vous vendez cette montre, la montre, ben, elle a son vécu, mais elle est détaillée de A à Z avec la valeur qu'elle a et ainsi de suite. Voilà. C'est super. Merci beaucoup, Roy. À très bientôt. À très bientôt.